Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et excellent début de semaine à tous. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Partenariat Maroc-Union européenne, le commissaire européen à la politique de voisinage est en visite à Rabat. À son agenda, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Les échanges ont porté sur ce qu'attend le Maroc de ses partenaires européens dans le cadre d'un partenariat qui entre dans une phase cruciale. Campagne nationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. 2 semaines durant, l'heure est à la sensibilisation à toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Focus ce soir sur la violence numérique qui gagne du terrain avec le large usage des plateformes digitales et autres réseaux sociaux. Et puis nous irons à la rencontre de Khalil El Gharib, une des grandes références dans le paysage marocain des arts plastiques. Au jardin botanique de Rabat, un hommage lui est rendu dans le cadre d'une exposition collective organisée par l'Institut français de Rabat. Maroc, Union européenne. Le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement est en visite de travail au Maroc. Olivier Varlegui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les deux parties ont souligné l'importance de traduire le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne en actes concrets. Lors d'une conférence de presse conjointe, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a réitéré que le Maroc reste engagé envers son partenariat avec l'Union européenne, mais refuse toute relation qui dépasserait les lignes rouges ou porterait atteinte à sa souveraineté nationale. Nasser Bourita a fait observer à cet égard que l'Union européenne doit cimenter son partenariat avec le Maroc et le défendre contre le chantage et le harcèlement juridique et économique, notant que le Maroc s'attend à voir la réponse de l'Union européenne à ces provocations à travers les mesures et les politiques qu'il prendra face à cette réalité. Écoutons à ce sujet le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne entre dans une phase cruciale. Tout ce qui décide à Bruxelles sur l'importance de ce partenariat doit s'accompagner d'actions concrètes. Il s'agit aussi de défendre ce partenariat de tout ce qui est de nature à l'entacher, comme le chantage ou le harcèlement juridique. Le Maroc attend beaucoup de l'Union européenne et attend des signaux et des solutions qui reflètent l'engagement de ses partenaires européens dans le raffermissement de ce partenariat. Le Maroc attend des propositions concrètes à travers lesquelles l'UE répondra aux questions et aux enjeux auxquels est confronté ce partenariat. La balle est aujourd'hui dans votre camp. Le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement a également procédé avec le ministre chargé du budget, Fouzi Rja, à la signature d'une allocation de 190 millions d'euros consacrée à un programme intégré de reconstruction et de modernisation des zones dévastées par le séisme d'El Haouz, ainsi que pour la relance des services publics essentiels et la revitalisation de l'économie locale. Écoutons à ce propos le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement. Je suis ravi qu'aujourd'hui, avec Monsieur le ministre, nous avons signé cet accord avec quoi on va ramener le support direct pour le peuple de Maroc, le peuple Maroc touché par le séisme. Et on aimerait contribuer de reconstruction de 50 000 maisons et ménages. Et j'espère que cette aide arrivera vite pour les gens et qu'ils sentent que l'Europe est avec eux.
Nous restons à Rabat où le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltif Hamouchi, a reçu l'administratrice générale de la Sûreté de l'État belge, Francisca Bostin, en visite de travail dans le royaume à la tête d'une importante délégation sécuritaire. Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, cette réunion a permis de passer en revue et d'examiner différentes questions de sécurité intérieure d'intérêt commun pour le Maroc et la Belgique, notamment les moyens de contrecarrer les menaces et les risques terroristes sur les plans régional et international, en particulier dans la région subsaharienne du Sahel. La responsable belge s'est félicitée à cette occasion du niveau distingué et avancé de la coopération sécuritaire avec les services de sécurité marocains dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, faisant part de la volonté de son pays de consolider et de développer cette coopération de manière à neutraliser les menaces qui guettent la sécurité des deux pays. Lutte contre les violences faites aux femmes. C'est parti pour 2 semaines de sensibilisation autour de toutes les formes de violence qui touchent les femmes et les filles. Une campagne nationale est lancée avec en prime la sensibilisation sur la violence numérique qui touche particulièrement la gente féminine, chantage, cyberharcèlement. Ces formes sont multiples. Chez nous, 1,5 million de femmes en seraient victimes. Reportage à Casablanca, Leila Assi, Mohamed Laroui et Iman Eblou. Chantage numérique, cyberharcèlement, intimidation sur Internet, des formes de violence vécues par cette jeune femme de 19 ans. Une situation d'autant plus grave lorsqu'on sait que le harceleur n'est autre que son mari. Et ce, depuis le tout début de leur union. العنف الرقمي تعرضت ليه من الزوج ديالي حيت اصلا كنا تزوجنا وقع اغتصاب. Je suis victime de viol. J'ai été forcée à me marier avec mon violeur, même si au début j'étais déterminée à déposer plainte. Depuis notre mariage, il ne ratait pas une occasion pour me faire du chantage, histoire de me mettre la pression pour demander le divorce. Il a mis des caméras à la maison pour me traquer, mais comme cela n'a pas été concluant, il a mis la main sur d'anciennes photos qui m'appartenaient et me menaçait de les mettre sur le net et de les envoyer à mes parents. Pour éviter le pire, la jeune femme a fini par pousser les portes de cette association. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres femmes, tout aussi victimes de violences numériques. Nous constatons que la violence numérique laisse des séquelles psychologiques beaucoup plus importantes que l'on puisse imaginer. Les victimes que nous recevons souffrent de dépression, de troubles post-traumatiques. Certaines finissent même par se suicider. Les enfants et les adolescents n'échappent pas à cette forme de violence. Certains abandonnent carrément leur scolarité. Pour conjurer ce mal des temps modernes, des sanctions existent. Elles sont encadrées par des textes de loi. Des dispositions spécifiques sont introduites dans le code pénal. La loi 103.13 contient des articles importants, notamment les articles 447.1, 447.2, 447.3 et 503.1.1 qui font référence à la protection des victimes de cyberharcèlement. Mais malheureusement, ils ne mentionnent pas certains actes nouveaux. La loi n'a pas défini de manière spécifique la violence numérique. Nous revendiquons une nouvelle loi en vue de protéger les victimes de cette nouvelle forme de violence. Selon les chiffres du Haut Commissariat au Plan, près de 1,5 million de femmes marocaines sont victimes de violences virtuelles. Pire encore, celles-ci représentent 19% de l'ensemble des cas de violence subis par celles qui constituent la moitié de la société. Nous entamons l'actualité internationale par ces très fortes perturbations climatiques qui ont concerné ce week-end la Grande-Bretagne. La tempête Berthe, accompagnée de vents violents soufflant à plus de 130 km/h, a fait un mort dans le sud-ouest de l'Angleterre et un autre dans le nord du Pays de Galles. Des centaines de maisons ont été inondées et des routes se sont transformées en cours d'eau. Des centaines de vols à destination et en provenance du Royaume-Uni ont été annulés. L'aéroport de Heathrow, dans l'ouest de Londres, étant l'un des plus touchés. Les perturbations des transports risquent de se poursuivre toute la semaine.
Et puis le Liban, toujours en proie aux violences, intensément pilonné par l'aviation israélienne. La banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, a été visée par 3 nouvelles frappes ce matin après un ordre d'évacuation israélien. Le Hezbollah revendique 50 attaques contre Israël, visant notamment la région de Tel Aviv. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 3754 personnes ont été tuées dans le pays depuis septembre dernier. Le Loukos, et là on revient chez nous, un périmètre à fort potentiel agricole. Avec une palette de production diversifiée à valeur ajoutée, la région est réputée pour la qualité de ses fruits rouges qui font la renommée internationale du territoire. Il s'agit des cultures de la fraise, de la framboise et de la myrtille. La zone concentre également une importante activité sucrière avec près de 80 000 exploitants agricoles de betteraves à sucre et de canne à sucre. Voyons le reportage réalisé par notre équipe par Arsal Kbir, reportage signé Amin Amouri et Zakaria Mokimbillah. De larges étendues plantées de betteraves sucrières. En pleine croissance, les plantes dévoilent leur feuillage fourni. Après les récentes précipitations, les agriculteurs se mettent au travail. Ils s'attellent à entretenir les plantes et à enlever les herbes inutiles. Dieu soit loué, nous avons eu des précipitations ces derniers temps. Cette année, nous avons planté la betterave un peu tôt et irrigué les cultures. Nous sommes optimistes. L'année dernière, nous avons planté 3500 hectares. La productivité a été de 64 tonnes à l'hectare. Les mesures prises par le ministère de l'Agriculture en subventionnant les engrais azotés ont été d'un grand apport. Dans le bassin du Loukos, d'autres variétés ont la cote auprès des agriculteurs, en particulier les fruits rouges, fraises et framboises. La superficie totale qui y est consacrée est de 7500 hectares, des cultures connues pour produire des gains importants. Nous préparons d'abord le sol en appliquant du fumier traditionnel. Ensuite, nous installons une couverture en plastique et une gaine et appliquons des pesticides avant d'entreprendre le semis. Après le semis vient la phase de palissage, défeuillage et la fertilisation qui varie à chaque étape. S'étendant sur une superficie de 147 000 hectares, le bassin du Loukos est connu pour ses cultures diverses, principalement les fruits rouges, la betterave sucrière et la canne à sucre. Et visiblement, les plantes sucrières ont le vent en poupe. Cette année, la superficie cultivée devra doubler par rapport à la saison précédente. Une petite page sport et ça sera du tennis emmené par le numéro 1 mondial Yannick Sinner. L'Italie décroche sa 2e Coupe Davis. L'Italie s'est imposée face aux Pays-Bas comme en demi-finale contre l'Australie. L'équipe d'Italie a remporté ses 2 matchs de simple pour vaincre les Néerlandais tombeurs de l'Espagne de Carlos Alcaraz et Rafael Nadal en quart et en quête d'un premier titre dans la compétition. Les Italiens sont ainsi devenus les premiers à conserver leur titre en Coupe Davis depuis la République tchèque, lauréate en 2012 et 2013. Natif d'Asela, le talentueux plasticien Khalil El-Gharib s'est imposé comme une figure unique dans le paysage marocain des arts. Son œuvre, faite de matériaux simples comme la paille, le cuivre ou d'installation, est une ode à la nature. Au Jardin botanique de Rabat, un hommage lui est rendu dans le cadre d'une exposition collective organisée par l'Institut français de Rabat. Yassir Mourafiq, et Zakaria Mokimbillah. Ses œuvres font appel à la nature et incarnent un hommage à sa grandeur. Avec des constituants simples, Khalil El-Gharib réussit à célébrer la vivacité dans tous ses états. En usant de matériel tels que la paille, le cuivre et la chaux, l'artiste s'adonne aussi bien à la peinture qu'à l'installation. Loin des contraintes matérielles, l'art de Khalil El-Gharib peut davantage explorer le sens et s'orienter sur une recherche sur le visible et l'invisible. La nature est très présente dans mes œuvres. Pour en donner un exemple, cette œuvre derrière moi, constituée d'un cadre usé, l'installation donne l'impression d'être un miroir. Plus on s'y approche, on peut avoir le désir de voir le reflet de son visage, alors qu'on a affaire à un paysage différent qui est celui de la nature. Le résultat est une symbiose et une unité entre ce qui est humain et ce qui est naturel. C'est le poète
pour moi de la métamorphose. Et en fait, ces œuvres nous invitent ces œuvres, ou plutôt ces choses à lui, et qui nous invitent à ce regard, à cette contemplation sur la question du temps qu'elles prennent et qu'elles se métamorphosent jusqu'à la disparition. Cette exposition collective rassemble les œuvres d'autres plasticiens, des productions qui semblent se faire écho et se confronter dans un dialogue enrichissant. Exposition plurielle, la chorégraphie est aussi de la partie. Danseur et chorégraphe, Saïd Heddeji explore les liens subtils que l'homme entretient avec la nature. Aujourd'hui, j'ai présenté une performance improvisée avec la nature. C'est un temps de saluer la terre, de saluer la nature, de voir nos traces, qu'est-ce que laisse l'humain la terre, et c'est quoi le dessin qu'il laisse l'humain sur la terre. Initié par l'Institut français et l'événement État d'urgence d'instant poétique, cet hommage à l'artiste Khalil Ghrib se fera en 3 étapes. Après le jardin botanique de Rabat, les œuvres de Khalil Ghrib seront exposées à Casablanca et à Tanger en 2025. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée et à demain 18h30.